Le shilajit, ce nom, on le voit absolument partout en ce moment sur les réseaux sociaux. On nous le présente comme une sorte de remède ancestral avec des pouvoirs quasi miraculeux. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Allez, on va analyser ensemble cette substance pour démêler le vrai du faux. C'est la grande question. Est-ce que cette résine noire est vraiment un trésor de la nature ou est-ce que c'est juste le dernier phénomène viral qui va finir par disparaître? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Bon, pour commencer, je pense que le plus important, c'est de comprendre ce qu'est cette substance précisément. D'où est-ce qu'elle vient et surtout, de quoi elle est composée. On regarde ça tout de suite. Alors, le shilajit, qu'on surnomme parfois l'or de l'Himalaya, a une origine 100% naturelle. C'est le résultat d'un processus géologique hyper lent. Imaginez des plantes qui se décomposent et se compressent dans la roche pendant des siècles. C'est ça qui donne naissance à cette résine très noire, très dense. Et si on regarde à l'intérieur, la composition est assez fascinante. Le shilajit, c'est une vraie petite mine de nutriments. L'ingrédient star, c'est l'acide fulvique. C'est lui qui serait responsable de la plupart des bienfaits. Et à ça, on ajoute de l'acide humique et, tenez-vous bien, plus de 80 minéraux différents. Et attention, son utilisation ne date pas d'hier, loin de là. On parle de milliers d'années dans la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. Là-bas, on le considère comme un rasayana, c'est-à-dire un régénérant puissant, qu'on utilise pour lutter contre la fatigue et pour renforcer les défenses du corps. Passons maintenant à la raison de tout cet engouement, les fameux bienfaits promis. Entre l'énergie décuplée et la clarté mentale, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre du shilajit? Alors là, la liste des promesses est plutôt impressionnante. On parle d'une énergie plus stable toute la journée, d'une meilleure concentration sans l'énervement du café, d'une récup plus rapide après le sport et même d'un coup de pouce pour l'équilibre hormonal. Franchement, on comprend pourquoi c'est si populaire en ce moment. Et voilà, le point crucial. Malgré des promesses super alléchantes et une utilisation traditionnelle très ancienne, il faut rester prudent. La science moderne commence à peine à s'y intéresser et la plupart des études sont encore assez petites. Il va falloir des recherches beaucoup plus poussées pour vraiment valider tous ces bienfaits. Ça, c'est un point vraiment essentiel à retenir. Les effets, s'ils apparaissent, sont souvent subtils, progressifs. Il ne faut pas s'attendre à devenir une version turbo de soi-même en 24 heures. En plus, la réaction peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Bon, on a vu les promesses, on a vu les limites. Maintenant, abordons une partie super importante, les risques potentiels et les précautions à prendre. Oui, le shilajit n'est pas sans risque. Déjà, il faut le dire, ça ne remplacera jamais une bonne hygiène de vie. Ensuite, certaines personnes peuvent avoir des effets indésirables, comme des nausées ou des maux de tête. Et bien sûr, il y a des contre-indications claires. Mais le plus grand risque, le vrai danger, c'est la qualité très inégale des produits qu'on trouve sur le marché. Alors, comment on fait pour éviter les mauvais produits qui peuvent même être contaminés par des métaux lourds? Il y a quelques règles d'or à suivre. Il faut toujours exiger un certificat d'analyse qui prouve la pureté. Un bon shilajit doit contenir au minimum 50% d'acide fulvique. Si ces infos ne sont pas là, franchement, mieux vaut passer son chemin. Ok, maintenant qu'on a une vision un peu plus équilibrée, voyons concrètement comment l'utiliser si on décide de se lancer. Pour la dose journalière, en général, on se situe entre 300 et 500 mg. C'est la fourchette qu'on retrouve dans la plupart des études et que les spécialistes conseillent. Aller au-delà n'apporte pas forcément plus de bénéfices et ça peut même augmenter les risques. Voilà une approche à la fois prudente et efficace. On commence doucement, avec une demi-dose pour laisser le corps s'adapter. On le prend plutôt en début de journée, c'est logique, pour profiter de son effet tonique. Et surtout, on fait des cures, avec des pauses pour éviter que le corps ne s'habitue trop. Le prendre pendant un repas, c'est aussi un bon réflexe pour la digestion. Le shilajit existe sous plusieurs formes, et chacune a ses plus et ses moins. La résine, c'est la forme la plus pure, la plus traditionnelle, mais son goût est très particulier et c'est pas super pratique. Les gélules, c'est souvent le meilleur compromis, facile, sans goût et avec une dose précise. La poudre est pas mal pour la flexibilité, mais la qualité peut varier. Quant aux gommes, elles sont souvent moins dosées et pleines de sucre ajouté. Bon, on arrive au bout de cette analyse. Après avoir exploré tous ces aspects, quel est le verdict final sur le shilajit? Le verdict est nuancé. Non, le shilajit n'est pas la solution miracle que certains essayent de nous vendre. Par contre, ça peut être un complément intéressant qui, à condition d'être de très haute qualité et intégré à un mode de vie sain, peut offrir un vrai soutien pour l'énergie et la concentration. Donc si on devait résumer en quelques points clés, le shilajit est une substance fascinante qui a une histoire millénaire. Ses bienfaits potentiels sont réels, mais la science doit encore confirmer tout ça. Le choix d'un produit pur, c'est non négociable. Et il ne faut jamais oublier qu'aucun complément ne pourra remplacer une bonne alimentation ou un bon sommeil. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question un peu plus large. Dans notre quête de bien-être, quel rôle ces remèdes traditionnels, forts de siècles d'utilisation mais encore à l'étude, vont-ils jouer? C'est une réflexion passionnante sur le mariage entre le savoir ancestral et la science moderne.